Bonjour à tous. Et Bonjour, voilà, on est en direct pour bonjour. ce premier numéro de Parole à l'expert. Après avoir fait disons, un numéro test la dernière fois avec Madame Nassima Al-Hab, la secrétaire générale du ministère des Startups. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'occasion d'inviter mon ami Ahmed Mimoun qui nous a rejoint, qui est en direct. Ahmed, bonjour. Bonjour Jalel, bonjour, Comment bonjour ça va? chers auditeurs. Et alors, pour ceux qui ne sont pas en Algérie, de les avoir dérangés un dimanche. Et pour ceux qui bossent, eh ben, faites une petite pause. Elle ne sera que très instructive. Ah oui. Elle ne sera que profitable et excellente. Enfin, Ahmed, je t'entends? Essaie de reparler. C'est bon? moi, je t'entends très très bien. Je ne sais pas. Excellent, excellent, excellent. Alors, aujourd'hui, dans ce direct et dans Parole à l'expert, on a voulu parler un petit peu de quelque chose de très important en ce moment. Vu qu'on est au mois de mars et c'est là où ça bouge, tout le monde commence à travailler. On est en train de répondre à des appels d'offres, à des consultations, on est en train de démarcher, sachant que le mois de Ramadan arrive dans quelques jours. C'est l'occasion un petit peu de penser à ce qu'on appelle la partie commerciale, stratégie commerciale. Et il y avait quelque chose, j'avais une question. euh, il y a hier, quelqu'un m'a parlé, il m'a demandé qu'est-ce qu'un expert? Pourquoi parole à l'expert? Pourquoi? Alors, je vais répondre. J'avais dit que j'allais répondre à cette question personnellement. En fait, l'expert, ce n'est pas moi, mais en fait, l'intérêt derrière disons, ce live que je vais essayer un petit peu de mettre une certaine, disons, une périodicité, une fois par mois ou une fois par semaine, où on va essayer de voir comment ça va se passer, c'est d'inviter des experts dans leur domaine bien précis. Et un expert, c'est quoi? C'est une personne qui possède des connaissances approfondies sur une thématique ou une compétence spécifique dans un domaine bien particulier. Et la plupart du temps, les experts sont souvent, disons que les compétences sont souvent acquises par l'expérience, l'étude, la pratique. Et la plupart du temps, les experts sont sollicités pour leurs avis qui sont des avis très éclairés ou sinon leurs compétences analytiques et surtout leur capacité à résoudre des problèmes complexes dans leur domaine d'expertise. Et aujourd'hui, vu qu'on parle de commercial, on a un expert dans le domaine. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de connaître Ahmed Mimoun. Et ça remonte à, quand même, Ahmed, ça remonte à très, très longtemps, hein. 2007 quand même. Ça va faire 17 ans. Oui, ça, 17 ans, ça ça nous rappelle. remonte à très, très longtemps. Exactement, ça donne un petit peu, on va dire, un petit peu l'âge qu'on a. Alors, Ahmed, je te laisse, je te donne la parole et à toi de te présenter à nos chers auditeurs et auditrices. Alors, euh, C'est déjà, qui, Ahmed? alors Ahmed Memoun, bon, c'est qui? C'est juste quelqu'un qui a un petit peu bourlingué dans le monde de l'IT et des multinationales depuis plus de 25 ans pour avoir occupé durant le début de ma carrière, je dirais quasiment tous les métiers de la vente, c'est-à-dire du tout petit jusqu'à finir dans un poste de direction où j'étais à même de gérer, de créer une business unit et gérer tout le business y afférent. Donc, il y a, de par mon parcours, j'ai eu cette chance de goûter à tous les étages des, de la fonction commerciale, c'est-à-dire du plus petit, Melmargor, à Ouaga. Ouaga. Et on va expliquer un petit peu cette histoire les gens, on va dire, du petit Mahgour au Hagar, mais vraiment, je pense que maintenant, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. C'est évidemment sur un temps ironique, évidemment. Euh, ce que je veux, ce que
et par là, c'est que au fil de mon parcours professionnel, euh, j'ai eu le, j'ai eu cette chance de pouvoir euh, connaître les avantages et les inconvénients de chaque stade de la vente, de chaque niveau, au niveau de la vente, que ce soit euh, du, euh, du, de l'animateur dans les grandes surfaces jusqu'au responsable régional, par exemple. Donc, et en passant par énormément de bonnes expériences, de très mauvaises, qui ont fait de mauvaises expériences que j'en ai fait des leçons même. Et, euh, et aujourd'hui, suite à un incident physique que j'ai eu malheureusement il y a 2 années, un peu plus de 2 ans comme de cela, ça m'a mis un petit frein dans ma carrière, et j'étais obligé de reconsidérer un petit peu tout mon parcours et, euh, et d'essayer de m'orienter autrement euh, par rapport à ce que je faisais avant. Et, et je me retrouve aujourd'hui. Et l'idée la plus noble aujourd'hui, c'est de pouvoir partager un petit peu toutes ces expériences pour les nouveaux, à échanger avec les plus, euh, les plus expérimentés et voir comment on peut participer à peut-être à former ou à coacher tous les managers en devenir ou ceux qui veulent monter en compétences à, à éviter certaines fautes, à mieux se comporter, à, À éviter les trous, à éviter à- les fausses trappes. oui, bah, pourquoi pas. Et surtout à qu'est-ce qu'il faut faire pour conduire aujourd'hui une équipe commerciale telle qu'elle doit être conduite. Voilà. Donc, durant, euh, durant mon parcours, j'ai croisé beaucoup de joie, beaucoup de frustration. Et, euh, aujourd'hui, avec le recul, il y a quand même des belles leçons à retenir et des leçons véridiques. Hein. C'est pas, c'est pas, on est loin des conseils théoriques ou pédagogiques qu'on peut trouver aujourd'hui dans les écoles ou dans des formations bien précises, etc. Donc aujourd'hui, Moi, ce que je cherchais quand on avait discuté, si tu te rappelles, quand on avait commencé à discuter, c'était qu'on voulait ce pratico-pratique. On veut éviter la théorie qui revient à chaque fois. On veut aller sur l'expérience. ah, Et pour moi, tu es une école. Pour moi, tu es une école, mon ami. oui, peut-être pas. En fait, cela dit, j'en connais aujourd'hui pas mal sur le sujet. Et, euh, et justement, moi, quand il m'est arrivé de discuter avec certains managers euh, ou parler organisation commerciale, euh, on a évité un petit peu l'acronyme qu'on connaît, hein, les SMART et toutes les autres méthodes qu'on apprend et qu'on déroule un petit peu d'une façon un peu automatique. C'était Mm. aujourd'hui, qu'est-ce qui doit marcher? Qu'est-ce qu'il faut mettre aujourd'hui? La grosse question aujourd'hui qu'il faut poser, c'est 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 quoi la structure commerciale? Qu'est-ce qu'on entend par là? Quel est ce rôle? Et comment elle doit être menée réellement, humainement, je parle. OK? Surtout, surtout, humainement. Il y a Donc, beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui oublient qu'une entreprise repose, en fait, son plus grand, disons, son plus grand trésor, c'est la ressource humaine. S'il n'a pas de ressources humaines, il ne pourra rien faire. ah, ça c'est Est-ce que clair. tu es de cet avis? Ah, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, euh, le travail des ressources humaines est primordial parce que, primordial pour les entrants et surtout pour ceux qui sont déjà en poste parce que embaucher quelqu'un dans une structure, ce n'est pas embaucher quelqu'un qui doit délivrer un travail, c'est embaucher une cervelle, une âme, une conscience avec ses idées, avec, avec son apport d'expérience et, euh, et surtout sa sociabilité et sa façon d'interagir avec les autres.
On ne va pas rentrer en détail dans ce qui est les objectifs et les fonctions de RH parce que c'est absolument pas mon créneau. Mais cela dit, il faut souligner aujourd'hui, qui parle d'équipe, il y a forcément une interaction des ressources humaines. Et la ressource humaine dans la structure commerciale est quelque chose de primordial à plusieurs niveaux. On n'est pas juste, Mhm. c'est pas juste uniquement à trouver la perle rare ou le vendeur ou ce qu'on appelle le sniper ou le serial killer. C'est pas ça qui fait une cohésion d'équipe et c'est pas ça qui fait le, le succès de l'entreprise. Ok, ça reste, euh, ça reste de bons éléments, mais c'est un peu comme un bon joueur de foot. Hein. S'il est excellent, mais s'il est solo, eh ben, C'est comme notre cher attaquant numéro 7. alors Jalal, j'ai un petit détail que j'ai pas vu sur mon téléphone. Je suis à Oui, 3% de batterie. Laisse-moi juste 30 secondes récupérer un câble. vas-y. Ça, c'est les aléas du direct. Donc, vous voyez que c'est pour une première, on a Ahmed qui a besoin d'un chargeur donc pour connecter directement son téléphone. Voilà, très bien. Excellent. Ahmed, on va commencer par, disons, la toute première partie. Et moi, en fait, j'ai reçu quelques questions. Et la question qui revenait le plus, c'était un petit peu sur les fondements de la structure commerciale. Ce que tu avais commencé un petit peu à parler. Et tout le monde me disait, c'est quoi les composantes clés d'une structure commerciale efficace? Alors, pour une structure commerciale, c'est c'est d'abord un, un ensemble d'humains qui œuvrent pour, euh, qui œuvrent pour la vente de biens et de services au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont l'apport de l'élément vital au développement et à la survie d'une entreprise. Donc, pour vous souligner un petit peu aujourd'hui l'importance de cette structure qui est dans laquelle on doit trouver évidemment à sa tête un exécutif de management qui lui est porteur de tout ce qui est vision, plan stratégique et les plans stratégiques de l'entreprise. Ok. Parce que c'est la base de tout. Une entreprise sans vision, une entreprise sans objectifs clairs et bien définis, c'est un peu comme un bateau qui quitte un quai sans savoir à quel cap Où est-ce qu'il vogue? il va évidemment se diriger. Donc, on a ce bloc-là d'exécutifs qui est très important. Le second bloc qui est l'organisation, l'équipe commerciale en tant que telle, après, qui va s'organiser selon la stratégie interne de l'entreprise. On a aujourd'hui euh, le bloc, tout ce qui est le marché aujourd'hui, la structure du marché, tout ce la territorialité, pardon, sa segmentation aussi. On a aussi tout ce qui est les fonctions de monitoring, parce qu'à un moment, il faut faire le point, il faut savoir où on en est, est-ce qu'on est en avance ou en retard sur nos Les objectifs, fameuses KPI. exactement, ou les tableaux de bord. Hein. Et, et on a toute la partie client, la partie clientèle qui est très importante aujourd'hui. Donc, on a de la génération de leads jusqu'à la fidélisation et, euh, et, euh, et toute cette importance du marketing aussi euh, qui vient s'imbriquer dans cette structure commerciale. Voilà. Donc aujourd'hui, pour résumer, on a le bloc managérial, le bloc équipe commerciale et le bloc marketing et le bloc, c'est ce que je vais appeler gestion de la relation client. Voilà, les quatre qui sont les quatre pour moi. Évidemment, avec une sous-couche de RH
qui doit être là à tous les niveaux, c'est-à-dire du recrutement, quand il s'agit d'organiser son équipe, euh, et surtout la motivation de celle-ci. Oui. On va arriver tout à l'heure à l'histoire de la motivation un petit peu. Un petit peu le rôle et les responsabilités on va parler de ça tout à l'heure. Bah, on reste toujours dans le fondement de la structure commerciale. Ahmed, on a parlé, OK, les composantes. Après, donc, je vois un petit peu dans les questions et les commentaires qui arrivent, on a Madame Amel Belhadouche, que je salue en direct, qui me dit mettre en place un plan d'action commercial. Mais je pense avant de mettre un plan d'action commercial, c'est-à-dire, ça va falloir comment aligner la structure commerciale beaucoup plus avec la stratégie globale de l'entreprise. Comment ça se fait, Ahmed? Comment on peut mettre ça? En fait, encore une fois, l'objectif, c'est de rallier la structure commerciale et l'aligner avec la stratégie de l'entreprise, en fait. Donc, encore une fois, c'est la stratégie de l'entreprise, en fait, c'est la vision, c'est l'objectif principal de l'entreprise qui va amener à cette structure commerciale et donc, pour répondre à la dame, au plan commercial qui va en faire partie. OK? Donc, évidemment, la première des choses, c'est définir les objectifs et les missions de l'entreprise aujourd'hui. C'est quoi sa vision? Il faut qu'elle soit claire. Il faut que tout le monde dans l'entreprise l'ait bien comprise. OK? Encore une fois, si on ne sait pas pourquoi on travaille, on va mal le faire quelque part. Vous voyez, parce que Ah nos oui. efforts ne vont pas être orientés dans la même direction que ceux de l'entreprise, même si on croit bien faire. C'est comme, encore une fois, on est sur un bateau, on doit tous ramer dans le même sens. S'il y en a un qui Donc, rame, c'est le fameux objectif, c'est le fameux objectif qu'on doit atteindre et oui, en faire fait, tout en sorte pour qu'on arrive. ce qu'il faut bien comprendre, c'est une question de cascade et de logique, hein, cet alignement entre la structure commerciale et la stratégie d'entreprise. C'est quoi? C'est ce qu'il faut comprendre que on part de cette vision qui est le socle, la base, c'est le piédestal de toute construction, de tout ce qui va venir derrière. Qu'est-ce qu'on veut être? Où est-ce qu'on veut aller? Et c'est quoi nos objectifs? C'est quoi notre vision? Comment on va voir? Par exemple, on peut avoir comme une vision, par exemple, c'est être leader dans l'innovation technologique en aidant les PME, par exemple, traditionnelles, à évoluer vers des solutions numériques avant-gardistes. Par exemple, ça, c'est une vision. Si on est, par exemple, provider de solutions technologiques, ça peut être une vision. Donc, à partir de là, la structure et le plan commercial vont découler de cette idée. OK? Ah Ça, oui, il faudrait que travailler, décliner la vision c'est sur une stratégie. l'étude de marché, ce qu'on appelle le market outlook, avec la position de l'entreprise même, en faisant son analyse SWOT, savoir c'est quoi le poids de l'entreprise et sa configuration dans le marché dans lequel elle y est. Il y a aussi sa position par rapport aux concurrents, qui est, qui est une étude et une étape qui est extrêmement cruciale pour savoir avec qui je suis en train de me battre. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux adresser les mêmes clients? Est-ce que je vais me contenter de récupérer les miettes que ces gros-là ne, n'adressent jamais, etc. Donc, ou alors, est-ce que moi, je peux aller les taquiner dans leur segment de marché, ou autre? Donc, Ce matin, juste pour te dire, il y a des personnes, je discutais avec des gens et qui me sortaient un petit peu, OK, Jalal, on aimerait aller dans tel segment, on veut aller sur tel marché. Et je disais, est-ce que vous avez déjà fait une étude? Est-ce que vous avez les reins solides, que ce soit côté financier, technique, humainement? Donc ça, c'est une des choses qu'il faut aligner oui, pour travailler. en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est un business plan, tout simplement. Euh, C'est-à-dire,
dans l'étape logique de la chose, c'est c'est quoi mon marché? Quelles sont ses tendances? Quelle est sa volumétrie? Quels sont les acteurs euh, quels sont les acteurs qui sont mes compétiteurs et qui suis-je moi dans tout ça? Et surtout, qu'est-ce que je peux rapporter de plus que les autres? Qu'est-ce qui me différencie aujourd'hui? Est-ce que je vais être encore, euh, comme dirait Pink Floyd, another brick in the wall? Ou alors est-ce que je vais être une super toile qui va orner tout ça avec sa singularité et surtout sa valeur ajoutée? Donc, ça, c'est les fondements du business plan aujourd'hui. Donc, voilà, ça fait partie de une des choses la plus vitales et ça permet aujourd'hui de quantifier plein de choses, de, de savoir, euh, de savoir par exemple comment je vais pouvoir fixer mes objectifs dans ce marché par rapport et ma vision. C'est quoi cette combinaison dans laquelle moi je pourrais m'insérer et sortir mon épingle du jeu avec un objectif évidemment sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans, le, le, le court, moyen et petit long terme traditionnel. Donc, une fois qu'on a résolu ces équations et une fois qu'on a sur papier notre plan de vol, si je puis dire, après maintenant, il faut enrôler, il faut avoir les bonnes personnes pour, ok? Il faut avoir son armée. Voilà. Et là, tu me pousses à aller un petit peu vers une question. En fait, comment arriver à, en fait, comment détecter ces perles, c'est la bonne personne? Comment on arrive à avoir cette bonne personne? Et surtout, est-ce qu'on doit toujours chercher la bonne personne ou il y a toujours un autre moyen, disons, moi j'ai toujours été fervent pour quelque chose qui était la formation et le développement continu des compétences commerciales. Alors, Donc, alors il y a, pour moi, ce sont deux aspects complètement différents. Encore une fois, OK. il y a des professionnels reconnus en la matière. Il y a des commerciaux ou des account managers, par exemple, si on veut rester dans cette tranche de, de, de position. On peut miser sur réellement des bêtes de course, ok, qu'on sait qui sont le, on sait qu'ils sont spécialisés euh, dans tel ou tel métier. Il y a très bien le secteur de la banque. Par exemple, si on prend le secteur qu'on connaît très bien, celui de l'IT, il y a des gens qui connaissent très bien l'IT et qui connaissent très bien le milieu bancaire pour avoir fait le tour des, euh, des institutions privées ou publiques et qui connaissent un petit peu l'évolution de ce secteur et, et son devenir surtout. Et cette OK. phase de transformation dans laquelle tout le monde est en train de passer. Donc, c'est des gens qui viennent déjà avec un portefeuille, qui viennent déjà avec un savoir-faire et et on sait que avec eux, on va gagner en rapidité d'enrôlement. Ok, donc pas la peine de les former euh, ou leur apprendre leur cible de clients. Ils viennent avec à la limite. Vous voyez ce que Parce je veux qu'ils dire? ont déjà fait le tour un petit peu, ils ont appris sur Donc, le tas et tout. donc, ça, on se dit, c'est comme faire, c'est comme, c'est comme vouloir Mbappé au Real de Madrid ou ailleurs. Il va falloir sortir le gros chéquier. Vous voyez? Donc, soit on Ah oui, ramène. là, ça c'est les salaires à 6 chiffres. Oui, ok. Sans aller jusque-là, juste pour te dire. À ce moment-là, on sort et on met le paquet pour ramener le commercial qu'il faut. Et là, on est sûr, normalement, d'avoir un retour sur investissement qui va être conséquent parce qu'on sait qu'on va lui donner des comptes stratégiques, des comptes euh, qui vont peser sur le chiffre d'affaires de la société. Ok. D'un autre côté, ceux qui ne sont pas non, à, il faut pas surtout, c'est les nouveaux venants.
Ouais, c'est ceux qui viennent de sortir des écoles, c'est ceux qui ont commencé leur carrière de commercial. Euh, Là, il faut les prendre en charge. C'est comme une école de foot, encore une fois. Donc, on ouvre des écoles de foot pour former et avoir de l'élite par la suite. OK? Et c'est là où, aujourd'hui, le rôle des managers, c'est de puiser parmi leur, euh, leurs équipes les, euh, les potentiels, les high potentials, par exemple, ou ceux qui sont à même demain Mhm. de devenir des managers, des chefs d'équipe, des managers, et pourquoi pas des, euh, des, des leaders reconnus par la suite. Et donc, voilà, il y en a une qui va être plus longue que l'autre, mais euh, si on arrive à maintenir et à faire grandir une équipe de commerciaux juniors vers des seniors, là, on a tout gagné commercialement. Parce qu'on se retrouve avec des commerciaux, avec des guerriers qui sont affûtés, qui connaissent très très bien l'entreprise et qui savent comment la mener et qui connaissent absolument tous les process en interne et tous les objectifs et comment surtout contribuer au succès de la société plus qu'autre chose. Alors je pense que notre cher Jalel a un petit souci de connexion, mais voilà. Donc, Je suis toujours là. Je suis toujours là. toujours Non, là. je suis Ok. toujours là. Non, je suis toujours là. Je suis toujours là. Très bien. Donc voilà. Donc, Donc, là, on a mis disons, le doigt sur l'importance de la formation. Donc, c'est très, très oui. important Là, de faire monter en compétence, disons, les jeunes commerciaux, parce que si on veut vraiment, disons, le sniper, il va falloir sortir le chèque. Par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est d'aller sur la formation et le développement continu des compétences commerciales. alors, exactement. Donc, ou alors il faut les deux. OK? Il faut les deux. Si on est dans une star, si on a la, la segmentation des clients et de son marché qui est déjà faite. OK? On a besoin de, 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 de serial killers dans certains, en corporate par exemple. On a besoin de ce genre pour gérer les stratégies account, etc. On a besoin réellement des gens de métier. On a réellement besoin de commerciaux qui savent aller au-delà du métier de la simple vente. Hein, parce que à partir de cela, ils sont ce qu'on appelle les trusted advisors au niveau Voilà. de leur clientèle. Et ça, à partir du moment où le client, ou un commercial ou un account manager est perçu comme un trusted advisor, il peut aller, il peut changer de boutique tous les mois et ça sera toujours avec la même personne qu'on traitera. Et, Alors, t'as une question, il y a une question qui vient d'être posée par notre ami Fouad Gnan, qui est aussi un de nos amis dans le secteur. Il nous dit quelle est cette bonne recette pour une force commerciale, surtout dans le sens acteur à impliquer en interne et surtout quelles sont les méthodologies types. Je pense qu'un petit peu, là, on va arriver un petit peu à ce qu'on. alors, moi je dirais avant tout, avant tout. Et pour moi, s'il n'y a pas ça, tout le reste est complètement bancal. Premièrement, et je crois que je vais les mettre en un, 2, 3, c'est la considération de la personne. Alors pour moi, s'il n'y a pas de considération de la personne, le respect mutuel, quel que soit l'étage hiérarchique où on se trouve, on va pas aller loin. On va pas aller loin parce que sans ce respect et sans cette intuitu personnée, c'est-à-dire la considération de la personne, on n'arrivera jamais à bâtir une équipe commerciale digne de ce nom. Voilà. Parce qu'une bonne équipe commerciale, elle va au-delà du fait de vendre. Il y a
il y a le côté confiance de l'individu, le côté compliant de l'individu, parce qu'on sait qu'il va agir pour l'intérêt, pour le bon intérêt de son équipe et de son entreprise. Surtout avec éthique. Évidemment, l'éthique, aujourd'hui, elle va avec la confiance. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas bâtir une structure commerciale si il n'y a pas la considération de la personne. Et pour cela, on va commencer par le haut, par l'instance dirigeante, par ses managers, ok, qui, de par leur fonction, doivent tenir les rênes de cette structure commerciale. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas des animaux. Il a des humains. Oui. Okay. Et tu as une question qui vient de tomber à l'instant là, toujours de chez Amal, qui dit quels facteurs pourraient faire en sorte que le produit ne fonctionne pas, quelle que soit la stratégie adoptée et les compétences mises de l'équipe. Attends, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, elle dit quels facteurs pourraient faire en sorte que le produit ne fonctionne pas, quelle que soit la stratégie adoptée, et même les compétences de l'équipe. Je pense là, on est beaucoup plus peut-être dans l'étude de marché, peut-être la faisabilité, non? Alors, bon, apparemment, sa question, c'est... Beaucoup plus sur le produit et non pas sur beaucoup plus sur le produit et non pas sur l'équipe commerciale. J'ai bien compris la question, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est que à partir du moment où on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire on a une équipe, on a un segment de marché, on a le produit qu'il faut, on a le business plan, etc. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Eh bien, ce qui ne marche pas, c'est le management toxique. D'abord. Et là, on passe à une autre question et je te laisse terminer. Voilà. Donc, si on a tout ça, si on a la vision, si on a tout ce qu'il faut sur papier et bien fait et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème de management humain. Il y a une toxicité quelque part qui fait que on se donne pas à fond. On est dans la suspicion, on est dans la peur, on communique mal du coup. Il y a aussi la communication qui fait que dans ces environnements toxiques, tout est opaque. On a peur de dire des choses, on a peur de soulever des problèmes en temps et en heure. Et donc du coup, on se retrouve toujours à gérer les urgences au lieu d'en discuter d'une manière proactive. Voilà. Donc, là, je ne sais pas si on a bien, si c'était réellement ça la question de Hamel. Ok. Alors, moi, ce qui m'amène à une autre question et plutôt à une autre partie de ce live, c'est, en fait, on a parlé un petit peu des composantes, on a parlé comment aligner, on a vu un petit peu la formation. Moi, ce que je vois dans ce que tu viens d'introduire, c'est un petit peu la gestion de l'équipe et un petit peu le leadership dans une équipe commerciale. Pour toi, quels sont les rôles et les responsabilités dans une équipe commerciale? Ahmed. Écoute, encore une fois, mettre l'humain. Je parle beaucoup de l'humain parce que pour moi, c'est quelque chose c'est la base de tout dans l'entreprise. Même aujourd'hui, avec la technologie actuelle, l'humain reste combien même le facteur principal. Donc, et à partir de là, on peut construire des comportements de leadership si on a ça en ligne de mire, en filigrane. Ok. Donc, il faut de la communication. Alors, on communique quoi? On communique les objectifs. On donne des choses qui sont faisables,
par rapport aux moyens dont dispose l'entreprise. On ne va pas, par exemple, demander à une entreprise qui fait des paraboles de faire une croissancière annuelle de 20%, sachant qu'aujourd'hui, la tendance, elle est à l'IPTV. Hein. Ah oui. Voilà. Donc, on ne peut pas lui demander aux vendeurs d'assiettes à satellite que vendent plus que l'année passée, alors que la tendance est à la baisse. OK. Alors que la tendance aujourd'hui, elle est au démontage des assiettes. Et plus à l'IPTV aujourd'hui avec l'amélioration des connexions Internet. Donc, quelque chose qui soit complètement faisable pour ne pas stresser bêtement, pour ne pas mettre des objectifs et des ambitions complètement démesurées qui vont plus démotiver ces équipes que les, que les motiver. La seconde chose, c'est il faut que chacun soit au courant de ses responsabilités et de son rôle exact au sein de l'organisation. Ok. Parce que des fois, on a il y a des sociétés où il n'y a même pas de fiche métier. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors donc on découvre un petit peu des tâches au fur et à mesure. Genre, tu viens, tu bosses, mais qu'est-ce que tu dois faire? On ne sait pas. Voilà, on travaille évidemment à toujours combler des trous, à gérer des choses, etc. Et, et on a l'impression juste de patauger, ne pas savoir et réellement quelle est sa réelle contribution à cette entreprise ou du moins à cette aventure. Il y a aussi à bien définir le rôle et les responsabilités hiérarchiques. Qui sont les décideurs, euh, qui sont les véritables, les véritables managers dans cette équipe, quels sont les chefs d'équipe, si on a un souci. Tout dépend du souci ou d'une requête, à qui on doit s'adresser, etc. Donc, il y a la clarté au-delà de la considération, la clarté dans la communication et dans l'organisation, le fait d'instaurer de la formation continue à son équipe, parce que une équipe qui n'est pas formée, qui n'est pas entraînée en permanence, qui n'est pas écoutée, une équipe qu'on ne connaît pas personnellement, eh ben, on ne sait pas comment la motiver. On ne sait pas quelles sont ses attentes, ses aspirations. Quand vous avez un, un subalterne qui traîne un peu la patte, euh, est-ce que l'engueuler est une bonne solution? Ben oui, Ouais, c'est là où on voit un petit peu l'importance du leadership dans la ouais, motivation. pas En fait, juste là. en fait, tu viens de mettre Et le doigt un sur un petit peu, point. Oui. comment je dis, est-ce que Alors, le mieux c'est de l'inviter, de l'écouter. À, il y a peut-être des, des problèmes qui le dérangent dans la société, auquel cas il vaut mieux les écouter que les ignorer. tout à fait, tout à fait. Alors, il y a une question qui vient de tomber, c'est de la part de M. Mourad Berrahoui qui te dit, ou plutôt c'est plutôt un commentaire qui dit que le commercial a toujours des incentives financières de vendre. J'y Et arrive. on sait tous que le commercial n'est pas toujours à truster. Est-ce que tu Alors, es d'accord avec ça? alors, je vais vous dire une chose là-dessus. Et vous savez, euh, le commercial n'est motivé que par son bonus. Ah, Alors, ça ne va pas venir à contresens de ce que je viens de dire. Évidemment, c'est bien pour qu'ils comprennent un petit peu l'entreprise, sa vision, etc., etc. Mais quel est son gain dans cette histoire? Parce qu'on est dans une structure commerciale où où le bonus ou les commissions sur les ventes doivent être non négociables. C'est un élément non négociable. direct. Un commercial qui n'a pas de variable basée sur ses revenus, j'appelle ça un caissier de supérette. Voilà. Il fait du chiffre, mais c'est pas lui qui ramène le business. Alors,
une équipe commerciale. Alors, je vais vous partager avec toi, avec vous, avec tout le monde, une expérience que j'ai eue avec un client que je ne vais pas citer. Un jour, je discutais avec toute l'équipe commerciale, c'est-à-dire du petit au manager. Et j'aimais bien tâter un petit peu le marché, le terrain, un petit peu ce qu'on appelle avoir la température du business avec les commerciaux de premier niveau. Et beaucoup. Alors des fois, bon, il y a des périodes où ça ne vendait absolument pas. Et effectivement, je profitais de ces périodes d'accalmie pour aller discuter et papoter avec eux pour savoir quelles sont les raisons de ces baisses de performance. Souvent, et c'est pour ne pas dire l'unique réponse que j'avais plutôt, c'est ah ouais, c'est calme. C'est calme. Le fameux c'est calme, c'est trop calme. Ouais, c'est calme. Soit c'est cher. Ok. Moi, j'aurais posé la question. Donc, soit le produit est trop cher, on ne le vend pas, soit calme, et à ce moment-là, le client ne vient pas. Voilà pourquoi je te dis, je les appelle des caissières de supérette. Parce que le caissière de supérette, si le client ne rentre pas acheter lui-même les produits, passer à la caisse, le caissier ne fait aucun chiffre. Ben oui. Il y a beaucoup de commerciaux dans certaines entités qui ont ce comportement-là. C'est-à-dire que si le téléphone ne sonne pas, eh ben ils n'appellent pas. Il ne fera jamais de call Sauf, de call de. sauf les seules fois où ils appellent, c'est quand il y a une incentive. Ah. Quand tu leur dis, cette année, ce mois-ci, si vous faites tant de chiffres d'affaires, vous avez tant de récompenses. Et là, je peux te dire une chose, comme par miracle, le téléphone, il change de sens. Et comme par Ça hasard, sera plutôt de côté. alors, évidemment, ça c'est humain. Quand on n'est pas motivé, on n'est pas motivé. Mais quand on est motivé, eh ben, on est motivé. Tu vois, c'est un peu la palisse que je dis, mais tu as compris. Dans le sens, je dis que s'il n'y a pas la belle carotte au bout, eh ben, ça traînasse. On s'en fout, on est payé. Alors, Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand on recrute un commercial, on joue toujours sur le salaire net. j'ai discuté avec beaucoup de patrons d'entreprise qui tardent ou qui ont mis timidement des incentives. Et le truc que je n'ai pas compris et sur lequel moi je ne serai jamais d'accord par principe, c'est de limiter les commissions. Il y en a, il me dit, oui, bon voilà, les bonus, moi je les limite à aller maximum à 100% du fixe. Je dis, pourquoi? Pourquoi tu limites une commission qui est liée à un chiffre d'affaires? Parce que de facto, tu es en train de limiter ton chiffre d'affaires. Moi, j'aimerais bien avoir demain une équipe commerciale que je payerais 10 millions de dinars par mois. Parce que imagine ce qu'ils te font rentrer comme chiffre d'affaires. Le plafond Parce qu'il te fait rentrer 100 fois ce que tu leur as demandé. ne doit jamais exister. Un plafond de commission ne doit jamais exister. Et c'est une erreur que je ne comprends pas. On a l'impression que les patrons payent plus les commerciaux, alors que non. Ils les payent plus, ok, mais ils font plus de chiffres. Bon sang. Je ne comprends pas des fois Habsin à ce niveau. Certains commencent à comprendre. D'autres, ils ont encore beaucoup de mal avec ça. Et on voit les résultats un petit peu sur les performances de l'équipe. Et le secret, Jalal, il est dans ce que je vais te dire à l'instant. Là, ça va être quelque chose de sympa, de partager un secret. Le commercial, et ça, s'il faut retenir qu'une seule phrase de ce live, c'est celle-ci. Le commercial doit considérer son entreprise comme son fournisseur de produits ou de services qu'il doit rendre. Il doit avoir ce mindset
de développeur de business, où il sait que plus il vend, plus il gagne. Donc, son patron, sa boîte, il doit la considérer comme étant son fournisseur de produits et de services qu'il est en train de vendre. Tu comprends? Donc, s'il n'a Ouais, pas, là, je suis à 1000% d'accord avec toi. Je s'il suis à n'a pas 1000 ce à pour. mindset que ma boîte qui me paye mon salaire, je dois la considérer comme étant mon fournisseur. Et c'est comme ça. Et c'est uniquement avec ce genre de mindset qu'on explose des baraques et qu'on motive les gens. Évidemment, Alors, je ne dis pas que tous les, les commerciaux ont la niaque. Quelques-uns, et ça fait partie de leur personnalité, ils sont un peu plus l'esprit Sahar, entre guillemets, ça l'esprit Chahal qu'on n'aime pas du tout, qu'on n'aime pas trop dans les structures commerciales. il y a des gens qui Ah, tu peux pas les Alors, forcer. Mais bah oui, ceux qui sont comme ça, il faut les traiter comme ils doivent être traités. Ceux qui ont la niaque ne doivent pas être. Ce que je veux dire, que ceux qui ne sont pas euh, motivés à faire plus ne viennent pas démotiver ceux qui veulent faire plus. oui, on a vu Et, ça, qu'il y avait beaucoup, et c'est beaucoup, en beaucoup cela de choses de personnes. que le rôle du leader, du manager intelligent, ce que j'appelle le manager énergigène, c'est-à-dire que il te donne de l'énergie en plus si tu n'en as pas. Tu vois, à l'instar du manager énergivore, où tu rentres avec une envie de casser la baraque, il suffit que tu le croises, il te balance deux mots, classe, ton moral, il est dans les temps. Tu Et vois, là, c'est bon. Tu es déjà, tu as envie de tout casser, de tout enfin, faire. tu as juste envie de te battre, tout simplement. Donc voilà. Donc, et c'est là où le rôle du leader et du manager, c'est d'être, quand je parlais tout à l'heure, d'être à l'écoute, faire des one-to-one et connaître les aspirations personnelles, je dis personnelles, de chacun, de chaque membre de son équipe. Elle est plus que cruciale pour la bonne cohésion de tout le monde. Voilà. Il ne faut pas donner le même objectif à tout le monde. Voilà. Tout le monde ne boxe Alors, pas. Tout le monde ne boxe pas. exactement. Alors, j'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions pour toi, Ahmed. C'est toujours de Monsieur Mourad Brahi. Il dit, il y a beaucoup de commerciaux qui ont l'impression que c'est eux qui vendent et donnent la valeur ajoutée, alors que la réalité, c'est la qualité du produit et le brand de l'entreprise qui vend. Est-ce que Alors, tu es d'accord avec ce... alors répète-moi ça parce que le début est très important. Tu peux me répéter Il la question? dit, il dit qu'il y a beaucoup de commerciaux qui ont l'impression que c'est eux qui vendent et donnent de la valeur ajoutée, alors que la réalité, c'est la qualité du produit et le brand de l'entreprise qui vendent. Alors, bon, le brand de l'entreprise est très important. Et c'est une excellente question parce que, encore une fois, ça, ça réside au fait qu'il y a un problème de communication entre, euh, entre l'objectif, entre ce qu'il y a, entre les valeurs de la société, entre le brand, entre le produit, etc. Ça, il y a un problème de, comment on appelle ça, de, de transmission d'informations. Ah, Ah bah oui, quand un commercial pense que c'est lui qui fait tout le boulot et c'est pas le branding ni le produit de la société qui l'aide, c'est que ça veut dire que il considère terme ces deux-là sont complètement mal faites. Que c'est grâce à lui, grâce à ses efforts personnels, qu'il est en train de pousser les choses et c'est pas la boîte et que l'entreprise ne fait rien dans ce sens. Donc si le commercial pense que c'est lui qui fait tout, c'est qu'il y a un problème, pas à son niveau, c'est qu'il y a un problème au niveau de la société. Il y a un problème marketing, il y a un problème de communication, il y a un problème d'image qu'il va falloir vite rectifier. Parce que s'il est bon et que le branding et le produit est moyen ou mal mis en ou mal présenté, c'est que ça ne l'aide pas.
Ok? Quelque part, si l'on réfère à ces managers de ce genre de truc, c'est à eux de prendre des actions correctives et de faire en sorte d'aider le commercial avec le brand et la qualité des produits et des services. Ok. Alors, j'ai une autre question, N'oublions, Ahmed. n'oublions pas qu'on est dans un environnement concurrentiel, quel que soit le domaine. Et aujourd'hui, l'image, l'importance de l'image, de par les réseaux et de par l'importance qu'on connaît de la communication aujourd'hui, il est clair que si ta marque et ton produit sont invisibles, ou alors, euh, ou alors loin derrière tes concurrents, il y a un petit souci à se faire. Et effectivement, là, s'il y a des ventes, c'est au mérite. Tout le mérite est pour le commercial. Alors, j'ai une autre question pour toi. J'ai une autre question pour toi. C'est de la part de notre Salim Shalfawi, qui te dit comment rendre aujourd'hui la force de vente commerciale plus efficace, sachant qu'on est de plus en plus dans du court terme, sachant que tout change vite. Et il continue. Alors, la suite, c'est que, et surtout, comment éviter le conflit générationnel entre le premier commercial de l'entreprise et sa force de vente. Ah, on sent le vécu dans cette question. Hein. Sûrement, sûrement. On sent l'histoire personnelle derrière cette question et qui est très, qui est assez, qui est assez pertinente d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, il y a, euh, je vais répondre avec la dernière, avec le conflit générationnel. Le conflit générationnel ne peut- est, un, est quelque chose sur lequel il va falloir faire très très attention pour ne pas, euh, pour ne pas, comment on appelle ça, pour ne pas salir une ambiance de travail. Le rôle des anciens, ils ont un rôle d'accompagnateur, de shadowing. C'est comme, imagine, tu as un chien chez toi et tu veux rajouter un chiot. Eh ben le vieux, il va lui montrer un petit peu les règles du jeu. En séance-là, séance-là où il est utile. Ils ont un rôle de manager quelque part, tu vois. Ils ont un rôle de conseil. C'est eux qui connaissent bien la boîte. C'est eux qui connaissent un petit peu les rouages. Ils savent qui fait quoi dans la boîte. Ils savent comment résoudre les problèmes, etc. Donc, le conflit générationnel ne se résout pas avec, comme avec une espèce de jalousie par rapport aux entrants, même s'ils montrent des signes de motivation et compagnie. C'est complètement légitime. Moi, je vois mon fils parfois, qui aujourd'hui a 19 ans, euh, quand, euh, quand il apprend à conduire, il veut me montrer qu'il sait mieux conduire que moi, ou autant. Alors que moi, j'ai quand même 30 ans d'expérience de conduite avant, et que lui, il n'en en Et a pas. plusieurs voitures, différents types. Donc, moi, je calme un petit peu ses ardeurs, mais sans le frustrer, tu vois, en l'encadrant. L'encadrement des arrivants, c'est le rôle des anciens. C'est le rôle de partager leur expérience avec eux. Et c'est comme ça que leur, le respect va s'imposer. Il ne va pas s'imposer parce que par le fait qu'ils soient âgés. Non. Le respect doit se montrer, par le conseil, par la sagesse, par la maîtrise du travail, par la connaissance, le, par la connaissance tout simplement du, de, par la connaissance un petit peu du boulot qu'il y a à fournir. Voilà comment on doit le réduire. On ne doit pas aller au conflit, parce que ça ne sert à rien. Et c'est un conflit qui n'est pas, qui doit être gérable. Et les anciens, ils ont ce rôle-là. Et souvent, parce que on a vu certains anciens devenir à chaque des véritables merdes dans l'organisation. Oui. Le problème, Et
Ils sont contre le Je pense qu'il y avait, il y a eu même, il y a eu même une question de notre ami Mokhtar Kaoula qui, en fait, et je pense qu'elle est dans le même sens. Et c'était sa question. Elle disait comment, si les managers sont plutôt énergivores, comment faire pour les basculer en managers plutôt motivants? Et je pense que c'est ce que tu Alors, viens de décrire un petit peu. le gros problème, quand il y a, euh, quand on a un problème avec son N-1, N+1, comment limiter le N+1? Tu vas au N+2. Mais le problème, et c'est là où le problème réside, parce que le N+2, généralement, généralement, ne peut pas admettre au N-2 qu'il a fait une erreur en embauchant le N-1. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Alors, si le oui. N+2, il a un ego qui n'est pas gérable, c'est vrai très très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, tu es en train de dire au patron qu'il choisit mal ses directeurs et ses managers. Voilà le message qu'on est en train de lui dire. Maintenant, soit, soit le N+2 est à l'écoute et il arrive à faire, de par des enquêtes qualitatives, ce qu'on appelle des surveys en interne. Parce que généralement, on fait passer des bilans de compétences en cascade. Tu vois, c'est le N+, c'est le N+, qui, euh, qui fait les bilans de compétences du N-. Et c'est rare, où on demande au N- de, de faire le bilan de compétences du N+. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, ça Et c'est surtout, ouais. ça, c'est aussi une erreur. Voilà ce que j'appelle ne pas être à l'écoute de tout le monde dans l'entreprise. C'est penser que ceux qui dirigent soient plus intelligents que ceux qui sont dirigés. Et c'est ça une des erreurs fondamentales. Encore une fois, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, la considération de la personne. Ok? Admettre que qu'on a fait des erreurs, c'est une chose très très importante. Ça permet de ramener des actions correctives en temps et en heure et ne pas s'entêter à garder euh, les mêmes énergivores qui, qui, qui sont en train de, de tuer le moral des troupes, quoi. Alors, il y a quelque chose, une question, une autre. En fait, en fait, Ahmed, tu as une belle remarque de notre cher ami Fouad qui te dit parfois un senior n'a pas forcément envie qu'on borde un junior car il n'a pas les conditions nécessaires disons pour cela. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une incentive, pas forcément financière ou bien financière, pour la fonction de tutorat? Donc, Alors, disons le N plus 1 qu'on va, disons, incentiver pour faire monter en compétence. Et là, je pense on revient un petit peu sur le rôle et la responsabilité, comment motiver une équipe et comment très bien. monter une équipe. Écoute, là où je rejoins notre ami, c'est que rien ne doit être fait pour rien. Voilà. Ben oui, Chaque chose, chaque chose doit être justement primée, que ce soit financièrement ou autrement. Mais il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un plus. Donc, je rebondis tout à l'heure à cette fonction d'incentive et de motivation financière pour le et là pour pour, euh, pour cette fonction-là. Souvent, donc, souvent, les incentives, 100% des incentives et des bonus, on le lie à un chiffre d'affaires. Tu fais tant, tu attends. Par exemple, un pourcentage sur les marges dégagées, peu importe. C'est lié uniquement à un chiffre d'affaires. Et ça, c'est une erreur. Encore une fois, c'est là où je dis, pour revenir à ce qu'on disait au début, le rôle des RH est très important aussi dans, euh, quand il doit mettre en place des, des, des bonus et quand il doit mettre en place un plan de rémunération juste. C'est que on ne doit pas tenir uniquement compte d'un chiffre d'affaires.
certes, il y a ce qu'on appelle les, les, les revenus based incentives, c'est-à-dire les revenus, les incentives basés sur un chiffre d'affaires. Et ce qu'il faut rajouter, c'est-à-dire sur 100, au lieu de donner 100% uniquement sur le revenu, il faut donner 80% sur le revenu et 20% sur le, les résultats qualitatifs quantifiés. Ok. C'est-à-dire des résultats qualitatifs qui ne sont pas jugés au bon vouloir du manager. Je t'explique. Qu'est-ce qu'un résultat quantitatif? C'est clair. C'est tu fais tant de chiffre d'affaires, tu as tant de commissions. Ou là, tu dégages tant de marge, tu as tel pourcentage. OK? Ça, c'est clair. Ça, c'est indiscutable. On est d'accord. Tu sais combien tu fais. Tu as signé pour telle commission. Donc, tu as ça en plus. Ça, c'est clair. Excel ou Verita. Assigner des adjectifs qualificatifs, il faut que ceux-là, on arrive à les maîtriser. C'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit l'humeur du manager. S'il t'aime pas, pour lui, tu vas qualitativement, t'as rien. En revanche, tu ne peux pas tu ne peux pas, si tu veux, contester euh, du qualitatif s'il n'y a pas, si on n'arrive pas à le mesurer. Et comment on peut mesurer une, un objectif qualitatif? C'est par exemple combien de nouveaux clients tu as ramené. Est-ce que tu as fait ton chiffre d'affaires avec un seul client ou avec 100? Est-ce que tu as enrôlé? Satisfaction client aussi? Voilà. Tu vois, donc ça, ce sont des choses qui sont des KPI qui sont maîtrisés. Le nombre de nouveaux clients, à combien t'as vendu, est-ce que la marge, elle est plus importante? Est-ce que, tu vois, donc tous ces trucs-là, au-delà, parce que tu peux faire un chiffre d'affaires ouais, avec un client, un appel d'offres, et t'as éclaté ton année. D'accord. Mais c'est parce qu'on demande à un commercial. On demande à un commercial d'avoir une espèce de linéarité et une constance dans les revenus. Et ça, quand on a un bon pipeline et un bon forecast et un beau taux de clôture, donc on peut aussi qualifier le fait que est-ce que tu as mentoré tel ou tel, combien de personnes tu as pris sous ton aile, quel est le programme de mentorat que tu as fait avec eux, c'est quoi euh, le shadowing, tout le shadowing que tu as fait avec la personne ou les personnes que tu as pris sous ton aile. Parce qu'on ne les prend pas juste comme ça. On doit avoir un programme, tu vois, d'accompagnement. Et ce programme-là, on va checker ce qu'on a fait. Le programme, il y a plein de petits objectifs et plein de choses à faire à son petit poulain. Et ça, on les coche. Et une fois que c'est validé par les deux parties, c'est le RH, c'est quantifié. Mais il dit, derrière, il dit que, ah non, non, finalement, on va pas le payer là-dessus. Non, son objectif qualitatif, il est, il est véridique et il est incontestable. Tu vois? Il est atteint. Donc, il faut payer. Donc, évidemment, donc encore une fois, quand, si la philosophie, à travers les RH, arrive à mettre en place un plan de rémunération qui tient compte de ça, parce que il y a ce type de truc dans l'entreprise. S'il n'y a pas de shadowing, il y a des structures où il n'y a pas de shadowing. On vient, on te donne un PC, un téléphone, d'embarrasque, allez à l'attaque. Tu vois, on te donne un petit portefeuille de clients pour commencer et le reste à développer, d'embarrasque. En revanche, si dans des structures un peu plus importantes, il y a ce programme de shadowing, évidemment qu'il faut incentiver le, le manager ou le senior qui fait ça à l'âge. Parce que le temps qu'il passe à monitorer et à former l'entrant ou le newcomer, il ne passe pas à vendre et donc à gagner plus d'argent. Donc, le temps qu'il passe à former le truc, il doit avoir une compensation
au moins, enfin plus ou moins équivalentes. Alors, Ahmed, moi, je voudrais passer à une autre partie, sur la partie commerciale. Euh, et en fait, en ce moment, on voit un petit peu cette transformation digitale et tout. Je pense qu'il y a maintenant, il y a de nouveaux outils technologiques qui sont utilisés. Et moi, je voudrais savoir un petit peu quel serait cet impact de ces outils technologiques sur l'efficacité commerciale. Et surtout, comment la digitalisation ou la transformation digitale est en train de maintenant de transformer carrément la structure commerciale d'une entreprise. Enfin, donc voilà, un petit peu. Bah, il est clair que la technologie elle est en train de bouleverser le secteur commercial, évidemment. Euh, on l'a vu à travers la période du Covid, que ceux qui étaient parés technologiquement à travailler à distance sont celles qui, plus ou moins, ont plus survécu, se sont mieux tirées d'épingle que celles qui étaient en mode traditionnel. Exactement. Donc, et là, je pense qu'à partir du Covid, on a compris aujourd'hui l'importance d'intégrer les outils technologiques dans le processus de travail, et ce à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit travailler avec des outils de gestion qui doivent être accessibles de chez soi, de partout, pas uniquement dans son lieu de travail. Aujourd'hui, même les marchés, des nouveaux marchés s'ouvrent aujourd'hui avec le e-commerce ou les présences dans les pays, dans les marchés qu'on veut, qu'on veut atteindre. Pas obligatoire, elle est nécessaire pour certaines choses, mais tu n'es pas obligé d'être en Belgique pour vendre aux Belges. Si tu as des produits que tu peux vendre via des plateformes de e-commerce. Ben, c'est ce que font un petit peu maintenant les jeunes freelanceurs. Ils sont ici basés en Algérie, et ils arrivent à vendre un petit peu du service ailleurs. Oui. Et il y a aussi aujourd'hui tout ce qui est les outils de communication. Bah, la preuve, voilà, la preuve, ce live. Donc, il peut être ce genre de live aujourd'hui avec tout ce qui est Zoom, Teams et autres. Euh, franchement, le, l'impact écologique et le gain de temps que procurent ces outils technologiques. Par exemple, aujourd'hui, quel est l'intérêt d'être présent des réunions en présentiel, pardon. Quelle réunion? Là, le temps de mettre tout le monde d'accord sur le même agenda. Il y en a qui viennent de loin, il y en a qui viennent de machin, il y en a qui ont des. Oui, aujourd'hui, la technologie, de toutes les façons, on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire, tu t'adaptes ou tu meurs, quoi. Ben oui. Si tu n'as pas, Ah, en fait, c'est un petit peu, et on voit un petit peu, on a vu un petit peu les outils. Les fameux, maintenant, on a vu un petit peu avec, à l'époque, on parlait de CRM et tout. Maintenant, on était obligé d'être sur place. Maintenant, les gens utilisent ça partout, sur leur téléphone, leur laptop. non, on intègre, on a, avec évidemment l'avènement le- de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans le domaine commercial, aujourd'hui, elle peut aider, elle peut aider aujourd'hui à, à avoir des, des, des forecasts, un prévisionnel assez précis. Aujourd'hui, euh, dans un des derniers postes que j'avais occupé, on utilisait le Salesforce comme CRM pour, pour, ne pas, pour ne pas lui faire de pub. Au départ, c'était toute la gestion du pipeline, elle était faite plus ou moins manuellement, euh, de bout en bout. Les forecasts, pareil. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle s'immisce dans ce genre d'outils et elle te sort des, des forecasts très, très euh, justement calculés. Bon, évidemment, tout le reste, ça, ça ne met, ça n'exclut pas le travail du commercial et des managers de compte.
pour valider les choses en interne, mais juste pour te dire aujourd'hui cet exercice qui n'est pas facile. Hein, tu demanderas à n'importe quel commercial, quand arrive les périodes des forecasts, surtout enfin, on- on- si on est impliqué dans les forecasts annuels, c'est un exercice qui n'est pas facile. Ah, en parlant du forecast, tiens, je fais une petite parenthèse. Il y a des managers qui n'en ont rien à cirer de ce que pense l'équipe commerciale quand il s'agit de budgétiser euh, les objectifs de l'année prochaine. C'est-à-dire que ils ont des gens, des managers, des account managers, qui sont en contact avec les clients, qui ont plus ou moins développé certains, les plus, euh, les plus assis. On met des account planning avec des clients. Arrivent, ils ont un petit peu la volumétrie de ce qu'ils vont faire l'année prochaine avec leurs clients. Et arrive, donc, s'il a fait 100 avec ce client, il sait que l'année prochaine, pour avoir discuté avec le client et au vu des futurs projets qui vont l'aider dans les 12 mois, dans l'exercice suivant, on va se dire, tiens, on va faire 15% l'année prochaine avec ce client, ou 20, ou 30, ou 10, ou peut-être ça va être une progression flat. Et arrive, tu as des managers qui arrivent, tu dis, cette année c'est 30. Il te laisse en train de te bagarrer avec quelque chose complètement infaisable. Et ça aussi, pour répondre à la question de la dame, c'est savoir tous les plans. Savoir tous les plans tous les plans que t'as fait au début. Tu vois. Parce qu'on rentre, on n'est plus dans les objectifs SMART. C'est-à-dire qu'on a des données qui ne tiennent compte de rien. On est ce qu'on appelle dans le guess business. Le guess. Ah, Bah oui, parce qu'on veut faire 20%, 30%, je sais pas combien. Voilà. Est-ce que le marché te le permet? Ou juste parce que, parce que tu sais taper sur la table et que au final, en leur disant cette année, c'est 20%. Et, et pourquoi pas 30? Tu vois ce que je veux dire? Parce que et si t'es, pourquoi pas 100? peut-être tu vas faire 50% d'objectif. Et si tu, voilà. Donc, encore une fois, l'écoute, la communication, la considération de la personne, tout ça, et ce à tous les niveaux. Une communication claire et nette. Des objectifs qui tient compte, un, des outils et des moyens de l'entreprise, du niveau 2, et qui cherche à maintenir et à développer le niveau de formation de sa force commerciale. Voilà, et la bonne connaissance du marché, la segmentation des clients et un bon plan de rémunération. Il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Moi, je veux continuer avec la dernière partie et surtout la dernière question. À ton avis, c'est quoi les tendances émergentes dans la gestion des ventes et surtout l'organisation commerciale? Ben, c'est ce que j'avais dit. J'ai peut-être anticipé en te C'est parlant de. l'IA? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle, tu penses? On parle que en ce moment, là où tu tournes, on te parle d'intelligence artificielle. Là où on va, intelligence artificielle. Ben, déjà, elle a déjà mis son nez dans les forecasts, mon ami. Non, pas la gestion des pipelines, la gestion du forecast. Aujourd'hui, les tendances du marché, etc. Avant, je me rappelle, elles étaient faites par des, par des qui appelaient un à un les clients et les faiseurs et les acteurs du marché par leurs chiffres et consolider tout ça dans un fichier Excel et d'arriver à donner des, euh, des tendances euh, plus justes et te donner et des ordres. Et tu vois qu'entre l'étude de l'année passée et l'étude de cette assez importante, aujourd'hui avec l'IA, a des perspectives beaucoup plus sharp.
Ça va chercher des données où là, peut-être que qu'on ça consolide peut-être des choses qu'on n'a pas le temps de. Où le, euh, je donne un exemple. Comment quantifier le, le marché du PC en Algérie, par exemple? Quelle est la consommation annuelle du PC en Algérie? Combien l'Algérie, l'Algérien achète combien de PC par an? Bon. Alors, Et, vague, bon, il y a une grosse partie qui est il y a la partie, il y a la partie consumer qui est pas très maîtrisée avec, faut dire les choses comme elles sont. Et elle fausse beaucoup les datas de la douane. Et on l'a vu avec la téléphonie, on le voit encore aujourd'hui avec d'autres produits algériennes. Hein. C'est une spécificité internationale d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, on ne compte plus que on va compter les, les, tous les composants, tu vois, on va compter les écrans, on va compter les unités centrales vides, on va calculer les barebone, on va calculer les souris, on va calculer plein de choses et on va faire une pondération de tout ça pour essayer d'avoir, on va calculer le nombre de disques durs qu'on a achetés, que d'autres ont, que, qui ont été vendus par d'autres régions. On essaie d'entrecouper ça aujourd'hui. Le calcul est très très complexe. Et je peux te dire que l'intelligence artificielle aide beaucoup dans ce sens et d'avoir des chiffres un peu plus réalistes, on va dire. Qui sont... alors, moi, je voudrais juste clôturer le live Alors, avec une l'année dernière. Oui, tendance aussi, c'est le management hybride et le remote et le oui. travail. Ça aussi, c'est une tendance va falloir intégrer très prochainement dans son style de management. Et Ben, en fait, moi j'allais dire beaucoup plus loin que ça, Ahmed. Oui, attends, en place les outils de communication pour eux et surtout ne pas euh, euh, en mettant en faisant très attention au côté euh, protection des données et la cybersécurité. Voilà. ah, en fait, j'allais te poser enfin, la dernière question, c'est comment préparer sa structure commerciale pour l'avenir en matière d'innovation et adaptation. Et je pense que tu viens de parler, tu viens de donner la réponse sur ça. Bon, bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Ben, Ahmed, J'espère que nos chers auditeurs ont passé un bon moment agréable, aussi agréable qu'on a dû le passer tous les deux. exactement. Ben, je l'espère. Ben, Ahmed, je te remercie beaucoup pour le moment que Bah, tu écoute, m'as merci. accordé. Et puis, Ben, il y a d'autres questions, on peut les prendre en offline. Et bien on... sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va prendre une dernière question qui a été posée par notre ami Mounser Abdelaziz, mais je pense elle est beaucoup plus orientée marketing, et je pense que tu vas pouvoir répondre. Il te dit, pour la partie merchandising, existe-t-il une solution adaptée sans faire appel à des logiciels trop coûteux? Il pense un petit peu à la création de planogrammes, à peu près. Qu'est-ce que tu en penses? alors ça, faut voir avec les, les boîtes de com qui sont dans ce métier, et la partie merchandising, PLV et compagnie, c'est c'est carrément... je crains malheureusement ne pas être bon là-dessus. Euh, je n'ai pas, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas et quand je ne sais pas, je le dis et sans hachement des consultants. Oui. Euh, est-ce que absolument pas.
il faut peut-être poser les questions. Je peux le mettre Euh, ben, en écoute, mode. la prochaine fois, je vais inviter un autre expert dans le domaine du marketing et du merchandising et on va essayer de voir. Ben, Ahmed, merci beaucoup pour ton temps et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je rappelle que j'ai eu comme invité M. Ahmed Midoun, qui est consultant et expert en matière de gestion de force de vente et commerciale. Monsieur Ahmed Mimoun a une carrière assez longue, Philips, Fortinet, Microsoft et j'en passe. Ahmed, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très très bientôt sur Alger. Merci, au revoir. Euh, et merci beaucoup. Et mes chers auditeurs et auditrices, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très bientôt. La prochaine, restez toujours connectés et à l'affût. Donc, je publierai bientôt le prochain invité et on va parler peut-être de marketing et peut-être de marketing digital. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.